Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la formation en développement personnel. Je suis Dr Drissa Koné, formateur en développement personnel. Le thème que nous allons aborder est intitulé « L'évolution des consciences à travers le développement personnel ». Alors, je vais commencer par parler de mon background professionnel. J'ai fait une licence en anglais à l'université de Cocody en 2007. Ensuite, j'ai fait un master en sciences de l'homme et de la société en 2012 aux États-Unis, option gestion de conflits, spécialité théologie. Et j'ai fait un deuxième master en sciences juridiques, politiques et administratives, option gestion de conflits, spécialité diplomatie à l'université de Norwich aux États-Unis en 2014. Et enfin, un doctorat en sciences de l'homme et de la société, spécialité théologie pratique, option gestion de conflits en 2016. En ce moment, je suis enseignant-chercheur à Unification Theological Seminary à New York. Je suis aussi le CEO de Success Consulting Services, qui est un cabinet de consultants. Et je suis également chercheur à l'Institut Ethnosociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et président de la CODEP, Communauté pour le développement personnel à Abidjan. J'ai écrit des articles, la plupart de mes articles sont en anglais, comme vous pouvez le constater. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus, mais le plus important, c'est que j'ai publié un livre récemment qui est intitulé « Développement personnel, la clé du succès » que vous avez la possibilité de vous procurer quand vous allez nous contacter. Alors, la formation en développement personnel depuis 2016 en Côte d'Ivoire a commencé avec le grand public et nous avons fait des formations à l'université de Korogo en 2016 et une autre formation à l'université d'Abidjan, Cocody, au département de psychologie en 2017 et une autre formation aux États-Unis à New York en 2017 également à Unification Theological Seminary, l'université où j'enseigne. Et aussi, j'ai eu l'occasion de faire cette même formation avec des étudiants qui venaient juste de finir leur bac et qui étaient en train de se demander comment procéder pour pouvoir effectivement prendre la prochaine étape dans leur vie. Et ça, c'était en 2018. Et une autre formation au département de communication à l'université Félix Houphouët-Boigny en 2018. Et aussi, cette formation a eu lieu en 2019 également au département de communication à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et finalement, une autre formation qu'on a fait en anglais à American Corner, qui est au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Et comme pour dire que depuis déjà un bon moment, nous sommes en train de donner des formations en développement personnel au grand public. Alors, je suis sûr que vous êtes curieux de savoir ce qu'est le développement personnel. Avant donc de rentrer dans les détails des définitions livresques, laissez-moi vous raconter une petite histoire pour vous permettre de mieux cerner ce qu'est le développement personnel. Donc, une fois, j'ai posé cette question à l'un de mes étudiants. Quand tu finiras tes études, que vas-tu faire? Il a répondu avec confiance, quand je finirai mes études, j'aurai un emploi avec un salaire élevé dans l'une des meilleures entreprises de la place et je vais épouser une belle femme et intelligente, belle femme et intelligente. Nous allons faire de beaux enfants ensemble et nous allons vieillir heureux ensemble et prendre notre retraite en Californie. J'ai donc souri et je me suis dit que c'est beau de voir la vie ainsi. Malheureusement, une vie réussie n'a jamais été aussi linéaire comme on le pense. En réalité, des défis inattendus se présenteront à nous. Et si nous ne sommes pas préparés intérieurement à faire face à ces défis, ce sera le désastre. On peut même traîner avec nous des ressentiments, des envies de vengeance, à n'en point finir. Je lui ai donc demandé à mon étudiant, bien sûr, quelques questions pour lui dire de réfléchir un peu plus davantage à cette façon linéaire de voir la vie
je lui demandais, et si vous finissiez par être injustement arrêté, emprisonné comme Mandela pendant 27 ans, et que vous sortez de là, qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous réagir? Et si un jour vous allez voir chez le médecin et qu'on vous dit que vous avez 3 mois pour vivre, vous avez un cancer, comme ça a été le cas pour Steve Jobs, que beaucoup d'entre vous connaissez, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire si même il arrivait qu'un de vos enfants naisse avec un handicap ou bien devient toxicomane? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire si votre femme vous quitte un jour? Ou bien vous arrivez dans une situation où vous êtes paralysé suite à un accident de circulation. C'est vrai, on n'aime pas voir la vie de cette façon parce que ce sont des situations difficiles, mais en réalité, la vie nous réserve des surprises incroyables et souvent des défis insupportables. Le développement personnel nous prépare et nous permet de puiser dans nos potentiels intérieurs pour faire face aux défis du moment. Et donc, chaque fois qu'un défi se présente à nous, on se prépare intérieurement pour faire face à ces défis. C'est le fondement en réalité de notre succès dans tout ce que nous entreprenons. Malheureusement, l'école classique n'enseigne pas le développement personnel. Voilà pourquoi on peut réussir à l'école et échouer dans la vie, comme on peut réussir dans la vie et échouer à l'école. En réalité, la vie a des principes qui sont différents de la réalité de l'école classique que nous connaissons. Donc le développement personnel, c'est l'école de la vie. Chers amis, bienvenue donc à l'école de la vie. Il y a donc 5 principes, 5 étapes qui sont nécessaires à surmonter sur la voie du succès en général. Nous allons parler de ces 5 étapes. La première étape, c'est de comprendre que la vie est faite de difficultés. Je ne vous apprends rien. Rien ne s'obtient facilement. Mais le plus important ici, c'est de changer son paradigme, de comprendre que la vie n'est pas seulement rose. Nous allons faire face à des difficultés. Même si nous voulons que la vie soit rose, nous devons comprendre que nous allons faire face à des difficultés. Alors, ce que nous vous demandons, ne fuyons pas la douleur. Elle fait partie de la vie. Quand nous naissons, c'est comme si nous faisons un contrat avec la vie. Les médicaments et les produits antidouleurs que nous prenons souvent sont bien de façon momentanée, mais ça ne résout pas le vrai problème de la vie. Transformer notre douleur en un cadeau sacré que nous pouvons offrir au monde est essentiel pour notre propre transformation personnelle. Chaque fois que nous sommes confrontés à un défi, regardons le bon côté de la situation. Être capable de voir le bon côté de la situation chaque fois que nous faisons face à un défi de la vie est l'étape 1 et l'une des étapes les plus importantes dans notre transformation personnelle. Le processus de guérison commence par comprendre le sens profond de notre douleur. Guérir soi-même, c'est aussi le faire pour ceux qui se reconnaissent en nous. Cependant, jouer le jeu de la victime, blâmer les gens, se plaindre chaque fois que nous sommes confrontés à un défi est la voie la plus sûre pour répéter les échecs du passé et transmettre même cette douleur-là à la génération suivante. Si nous ne transformons pas notre douleur, nous la transmettons donc à la génération suivante. Étape 2, nous devons comprendre que nous ne sommes pas le centre de l'univers. C'est le créateur de l'univers qu'il est. Alors, on n'a pas forcément besoin de nous attarder sur notre propre image. En d'autres termes, on n'a pas toujours besoin d'avoir raison. Souvent, il est préférable d'avoir la paix que d'avoir raison à tout prix. Lorsque nous nous mettons trop en avant, on finit par tomber dans ce qu'on appelle l'auto-idolâtrie ou même souvent la mégalomanie. Alors, faisons attention au complexe de supériorité
basés sur la religion, l'ethnie, la race, la position sociale et même l'âge. La vérité est que nous sommes tous fondamentalement égaux devant le Créateur de l'univers. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Et votre prochain est au-delà des religions, des ethnies, des races, et ainsi de suite. L'étape 3, c'est de comprendre que nous devons tuer l'égoïsme en nous. Notre vie ne nous appartient pas seule. Notre vie ne nous appartient pas totalement. Elle appartient aussi à notre famille, à notre communauté, à notre nation et au monde. Alors, soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Pensons aussi aux autres. Ne prenons pas des décisions qui ne sont bonnes que pour nous. Prenons des décisions qui sont en fait bonnes aussi pour l'ensemble. Parce que le but de l'ensemble va très souvent garantir le but individuel. Pensons à l'impact que nos choix auront sur les autres. Aucune relation, en réalité, aucune relation humaine ne peut durer dans le temps si les deux partenaires ou les deux groupes pensent d'abord à eux-mêmes. L'égoïsme, tôt ou tard, mènera à l'autodestruction et au regret. Étape 4. Aucun être humain ne contrôle sa vie 100%. Tout ce qui nous arrive pour une raison. Et on n'a même pas besoin de savoir pourquoi ces choses-là nous arrivent. Si vous faites de votre mieux, par exemple, et que le résultat n'est pas ce que vous voulez, alors n'en faites pas un problème. Si vous postulez, par exemple, pour un emploi et que vous n'êtes pas embauché, inutile d'en faire un plat. Si vous êtes licencié, même de votre travail, donnez-vous l'opportunité de vous refaire, de vous réinventer. Un échec d'aujourd'hui peut mener à un succès de demain. Si les gens vous disent non aujourd'hui, cela peut être même une bénédiction pour vous dans le futur. Alors, prenez toujours la vie du bon côté. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. Et finalement, l'étape 5, nous sommes tous des mortels, n'est-ce pas? C'est une réalité évidente. Finalement, rappelons-nous que nous allons tous prendre ce dernier souffle un jour. Il est donc préférable de laisser tomber progressivement les choses auxquelles nous sommes trop attachés, même aux personnes auxquelles nous sommes trop attachés. De toutes les façons, nous ne pouvons pas emporter dans le monde, dans la tombe, les choses auxquelles nous sommes trop attachés dans ce monde physique. Rechercher le bonheur par le bien matériel est une très grande illusion. Nous ne sommes pas les propriétaires du bien matériel, des choses matérielles. Nous n'en sommes que les gérants. Nous les utilisons pendant un moment et nous les léguons à la génération suivante. Ne ratons pas le but de notre existence en courant uniquement après les choses matérielles et en négligeant nos relations significatives et notre croissance intérieure. Alors, ce qui nous permet donc d'aborder maintenant la définition du développement personnel. Le développement personnel est le processus vers la maturation de soi. Ce processus donc commence avec la connaissance de soi, l'être humain dans toutes ses dimensions. Et sa dimension physique que nous connaissons, que vous pouvez voir, la dimension physique de l'être, qui est son corps physique et qui s'étend également à sa santé physique. Et nous avons aussi la dimension mentale, qui est un peu aussi ce qu'on appelle la dimension intellectuelle. Et la dimension intellectuelle, c'est ce qui nous permet de raisonner, de juger, de critiquer, d'analyser. Et nous avons aussi la dimension émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à exprimer nos émotions, et les émotions positives comme les émotions négatives. Et aussi, nous avons la possibilité de gérer, en fait, d'avoir une relation avec
les autres qui ont aussi leurs propres émotions, qu'on appelle très souvent la dimension sociale, c'est lié à la dimension émotionnelle qui rentre dans le même cadre, dimension socio-émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à comprendre la situation d'autres personnes, ce qu'on appelle très souvent l'empathie ou bien la compassion. Et ensuite, la dimension spirituelle que nous dissocions de la religion, parce que la spiritualité ici, dans le contexte du développement personnel, c'est de comprendre en fait le sens de notre vie, c'est de donner un sens beaucoup plus profond à notre vie et de répondre aux questions existentielles qui sont par exemple qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur terre et quel est le but de notre existence. Donc, quand l'être est en harmonie avec lui-même dans la poursuite de ses objectifs, on dit qu'il y a donc développement personnel. Alors, l'un des pionniers du développement personnel sur qui nous fondons en réalité notre enseignement est le psychiatre suédois Carl Gustav Jung, 19e, 20e siècle, qui disait comme ça, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Donc en réalité, dans le contexte du développement personnel, ce que nous demandons, c'est que ce n'est pas une description des choses, ce n'est pas en fait une connaissance intellectuelle seulement, mais aussi c'est de repartir en nous-mêmes, de pouvoir en fait exploiter nos propres potentiels intérieurs et de partir dans notre propre subconscient et de faire notre travail personnel de croissance. Et Carl Jung disait ainsi, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient, ou bien si vous voulez le subconscient, conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. En réalité, beaucoup de personnes pensent que les choix quotidiens qu'ils font, ce sont des choix qui viennent d'eux-mêmes. Mais en réalité, Carl Jung nous dit ici, la plupart de nos choix que nous faisons sont en fait téléguidés de façon inconsciente, venant de nos expériences négatives ou positives du passé et qui nous amènent à faire des choix. Et finalement, nous allons nous rendre compte que nous nous retrouvons dans des situations et nous pensons que ces choix-là, c'est le destin, mais en réalité, ce n'est pas le destin, c'est en fait le fait que nous sommes influencés. Voilà pourquoi le travail que nous devons faire, c'est de repartir en nous-mêmes, de comprendre qui nous sommes, de comprendre les expériences que nous avons traversées dans la vie et de pouvoir en fait faire maintenant des choix beaucoup plus réalistes dans notre vie du moment. Alors, l'approche que nous avons vient du psychologue William James, 19e, 20e siècle également, qui dit par exemple, les idées vraies sont celles que nous pouvons assimiler, valider, corroborer et vérifier. Les idées fausses sont celles qui ne se prêtent pas à ces opérations. En réalité, ça c'est l'école américaine. Notre approche est beaucoup plus pragmatique. Alors, tous ces enseignements que nous allons faire, nous vous demandons de les expérimenter vous-même et de voir si c'est vrai pour vous. Alors, le postulat donc du développement personnel, c'est que les conséquences du manque de développement personnel dans notre système social que nous avons, nous sommes d'accord que les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre société ne trouveront pas de solution durable sans le développement personnel. Les programmes politiques et économiques que nous avons, économiques et sociaux que nous avons, seront tôt ou tard voués à l'échec si nous n'intégrons pas le développement personnel dans le système. Et même, c'est la même chose pour le système éducatif également et les programmes de gouvernement que nous avons. Aussi, pourquoi nous le disons, c'est que les guerres, les violences, la corruption, la misère, tous ces maux que nous connaissons dans la société ne trouveront pas de solution durable sans faire du développement personnel une partie intégrante de notre système social. Par exemple, les chefs religieux qui s'enregistrent sur le dos des fidèles en utilisant le nom de Dieu et en réalité sont en manque de développement personnel. Des managers qui sont incapables de gérer les émotions sont également en manque de développement personnel. Des leaders autoritaires et égocentriques qui ne tiennent pas compte du point de vue des autres en prenant des décisions qui peuvent affecter la vie des autres
sont en réalité en manque de développement personnel. La violence comme moyen d'expression, l'ethnocentrisme, la xénophobie sont en réalité des manques de développement personnel dans la vie de ceux qui en fait se comportent ainsi. Alors, quels sont donc les objectifs généraux du développement personnel? C'est de dispenser des formations en développement personnel aux étudiants, aux travailleurs, au top management et aux leaders en général. Donc, notre cible est quand même assez large pour pouvoir en fait faire du développement personnel partie intégrante de notre société. C'est d'aider à la résolution de certaines carences au plan personnel et professionnel. Très souvent, nous sommes beaucoup plus axés sur le plan professionnel, mais en réalité, les deux sont liés. Au plan personnel, quand il y a une évolution au plan personnel, ça va naturellement impacter les compétences également au plan professionnel. C'est aussi combler des attentes qui sont en fonction de chaque personne et chaque entreprise et chaque organisation. C'est de donner des outils indispensables pour une évolution personnelle et professionnelle. C'est de pouvoir aider chaque individu à surpasser en fait des freins intérieurs, soi-disant qu'on appelle très souvent les limites personnelles, qui peuvent être des obstacles dans la poursuite de la réalisation de vos ambitions. C'est de pouvoir permettre aux gens de mieux se connaître et de mieux se développer afin d'être en accord avec soi-même et en accord avec les autres. Alors, les objectifs de ce cours, c'est d'abord de développer une prise de conscience et une meilleure connaissance de soi. C'est de développer la motivation personnelle. C'est de mieux gérer les émotions et comprendre ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est la base du succès dans tout ce que nous entreprenons. C'est de comprendre, c'est d'aider à mieux communiquer, de communiquer plus efficacement en pratiquant les techniques de médiation, de gestion des conflits. C'est de dominer la peur et de mieux s'exprimer en public et de pouvoir influencer positivement les autres. C'est d'apprendre à se fixer des objectifs clairs, réalistes, afin de maximiser le succès et de comprendre l'importance du travail d'équipe afin d'atteindre des objectifs communs. C'est d'apprendre les techniques générales de la gestion de soi, c'est-à-dire la santé physique, la gestion du temps et la gestion même des finances. Le plan du cours, nous sommes en train de voir maintenant l'introduction. En ce moment, après, nous allons passer à ce qu'on appelle les théories et principes du développement personnel. Et nous allons nous appesantir sur les 5 principes du développement personnel et leur application. Ensuite, nous allons voir le principe 1, qui est dénommé le principe de la transformation. Ensuite, le principe 2, qui est le principe de la vérité. Le principe 3, qui est le principe de l'amour. Le principe 4, qui est le principe de la restauration. Le principe 5, qui est le principe du choix. Et à la fin, nous allons rentrer en contact avec vous. Ceux qui feront ce séminaire, vous allez rentrer en contact avec nous pour que nous puissions faire 2 séances de coaching qui vous permettront de pouvoir faire votre examen final afin d'obtenir votre diplôme. Alors, maintenant, nous allons passer à un test important pour conclure notre présentation de la séance 1. Alors, ce test, nous vous encourageons à le faire maintenant. Donc, prenez un stylo et une feuille et nous allons commencer. Voici donc 5 déclarations avec lesquelles vous pouvez être d'accord ou en désaccord en utilisant l'échelle de 1 à 7 ci-dessous. Indiquez votre accord avec chaque article en plaçant le numéro approprié sur la ligne précédant cet article. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'une déclaration est dite, si vous êtes d'accord, vous mettez le numéro en fonction de la déclaration. Et si vous êtes d'accord, par exemple, si vous êtes tout à fait d'accord, vous mettez le numéro 7. Si vous êtes d'accord, vous mettez le numéro 6. Si vous êtes plutôt d'accord, vous mettez le numéro 5. Si vous n'êtes ni d'accord ni en désaccord, ce sera le numéro 4.
Si vous êtes légèrement en désaccord, numéro 3. Si vous n'êtes pas d'accord, numéro 2. Si vous êtes fortement en désaccord, ce sera le numéro 1. Ce test s'appelle test de satisfaction de la vie. Et je vous invite à être ouvert et honnête afin que nous puissions savoir où vous êtes pour mieux vous aider. Alors, la déclaration 1, c'est « Dans la plupart des cas, ma vie est proche de mon idéal. » La déclaration 2, « Les conditions de ma vie sont excellentes. » Déclaration 3, « Je suis satisfait de ma vie. » Déclaration 4, « Jusqu'à présent, j'ai obtenu les choses importantes que je veux dans la vie. » Déclaration 5, « Si je pouvais revivre ma vie, je ne changerais presque rien. » Et quand vous finissez de donner les différents numéros, additionnez tous ces numéros et dites-nous quel est le numéro que vous avez. Et notez le numéro que vous avez sur votre fiche après les avoir additionnés. Alors, nous allons passer donc à l'interprétation. Si votre score que vous avez réalisé est entre 30 et 35, ça veut dire que vous avez un score très élevé. Et ça veut dire que vous êtes très satisfait de votre vie. Les répondants qui obtiennent des scores dans cette fourchette aiment leur vie et les choses vont très bien. Travail, école, famille, loisirs et même développement personnel. Bien que leur vie ne soit pas parfaite, elles sont heureuses et en général, elles sont résilients. C'est très important. Ensuite, si vous scorisez entre 25 et 29, les réponses, ça veut dire que votre vie est satisfaite. Vous êtes satisfait de votre vie. Les répondants qui obtiennent des scores dans cette fourchette aiment également leur vie et les choses vont assez bien. Travail, école, famille, loisirs et développement personnel. Bien que leur vie ne soit pas parfaite, ils ou elles sont heureux en général et sont résilients. Très souvent, les personnes dans cette fourchette tentent de puiser leur motivation dans les domaines du travail, du loisir pour avancer. Ils font également des efforts constants pour améliorer la qualité de leur vie. Si votre score est entre 20 et 24, vous êtes dans un score moyen, ça veut dire peu satisfait. La moyenne de la satisfaction à l'égard de la vie dans les pays, c'est la moyenne dans les pays en voie de développement. Et très souvent, la majorité des gens sont généralement satisfaits, mais ont certains domaines où ils souhaiteraient une grande amélioration. C'est-à-dire, ça peut être les finances, ça peut être la santé, ça peut être le bien-être émotionnel. Une personne de cette fourchette aimerait généralement passer à un niveau supérieur de satisfaction de vie. Cependant, les conditions sociales, c'est-à-dire les conflits, la violence, l'environnement qui est hostile, la santé, ne facilitent pas souvent le processus. Et si votre score est entre 15 et 19, vous êtes légèrement inférieur à la moyenne. Les personnes qui obtiennent des scores dans cette fourchette ont généralement des problèmes mineurs dans plusieurs domaines de leur vie, ou ont de nombreux domaines qui se portent bien, mais un ou deux domaines qui représentent un problème majeur pour eux. Ça peut être une maladie chronique, un manque d'emploi, perte d'emploi. Si une personne est entrée temporairement dans ce niveau de satisfaction de la vie par rapport à un niveau supérieur en raison des événements récents, les choses vont s'améliorer généralement avec le temps et le niveau de satisfaction remontera. D'un autre côté, si une personne est en permanence légèrement insatisfaite de nombreux domaines de la vie, certains changements pourraient être nécessaires. Parfois, il est possible que la personne attende un peu trop des autres et de la vie elle-même. Et cela nécessite un changement de paradigme de façon radicale. Si votre score est entre 10 et 14, c'est-à-dire que votre score est faible, donc insatisfait, les personnes qui obtiennent des scores dans cette fourchette sont considérablement insatisfaites de leur vie. Elles peuvent avoir un certain nombre de domaines qui ne vont pas bien ou un ou deux domaines qui vont très mal. Si l'insatisfaction à l'égard de la vie est une réponse à un événement récent, comme par exemple la perte d'un être cher, un deuil,
un divorce ou un problème important, difficile au niveau du travail, la personne retrouvera probablement au fil du temps son ancien niveau de satisfaction de la vie. Cependant, si de faibles niveaux de satisfaction à l'égard de la vie ont été chroniques pour la personne, certains changements s'imposent alors, à la fois dans les attitudes et les modes de pensée, et probablement dans les activités de la vie quotidienne elle-même. Alors, parler à un ami en qui on a confiance, un membre du clergé, un conseiller ou un autre spécialiste ou un spécialiste, un coach spécialiste ou professionnel peut souvent aider la personne à avancer dans la bonne direction. Si vous êtes scolarisé entre 5 et 9, votre score est très faible, c'est-à-dire extrêmement insatisfait. Les individus qui marquent dans cette fourchette sont généralement extrêmement mécontents de leur vie actuelle. Dans certains cas, cela est en réaction à un événement récent comme par exemple le veuvage, le chômage, par exemple une maladie incurable. Si par exemple on vous annonce que vous avez une maladie incurable, ou bien la perte d'un être cher peut en fait occasionner ce score très faible. Souvent des problèmes chroniques comme par exemple l'alcoolisme, la toxicomanie ou certaines dépendances à des médicaments ou des drogues peuvent causer également ce niveau de satisfaction, d'insatisfaction extrême. Quelle que soit la raison du faible niveau de satisfaction à l'égard de la vie, il est nécessaire de parler à un ami en qui vous avez confiance, un coach professionnel, un conseiller, le clergé ou l'aide d'un psychologue. En conclusion, il n'y a pas une seule clé pour la satisfaction de la vie, mais plutôt une recette qui comprend certains nombre d'ingrédients. C'est une approche holistique. Avec le temps, le travail persistant, la satisfaction de la vie des gens augmente généralement lorsqu'ils s'engagent sincèrement dans le développement personnel. Les personnes qui ont subi une perte récupèrent au fil du temps. Les personnes qui ont une relation ou un travail insatisfaisant font souvent des changements au fil du temps et augmentent leur satisfaction. Un élément clé du bonheur, comme mentionné ci-dessus, est les relations sociales. Et un autre ingrédient clé est d'avoir des objectifs importants qui découlent des valeurs et de progresser vers des objectifs, des grands objectifs. Pour de nombreuses personnes, il est important de ressentir un lien avec quelque chose de plus grand que soi. Lorsqu'une personne a tendance à être insatisfaite de façon chronique, elle doit regarder en elle-même et se demander si elle doit développer des attitudes plus positives à l'égard de la vie et du monde. Alors, pour conclure cette session, nous allons vous demander de faire un exercice. Cet exercice, c'est d'écrire en 1 ou 2 pages l'événement le plus marquant de votre enfance, entre 0 et 14 ans. Cet exercice nous permettra de vous aider davantage dans la formulation de votre vision et de votre mission de vie. Et donc, je répète, c'est d'écrire en 1 page ou 2 pages maximum l'événement le plus marquant de votre enfance, entre 0 et 14 ans. Et comme je l'ai dit, cela nous permettra de mieux vous aider à formuler votre vision et votre mission et de détecter le talent que vous avez en vous pour mieux vous aider à l'exprimer. Merci beaucoup et on se retrouve pour la séance de tout à l'heure.